Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de l'actualité de ce vendredi 23 mai. Les habitants de la ville de Fria traversent actuellement des moments difficiles. La cité est frappée depuis un certain moment par un vent violent qui détruit presque tout sur son passage. Le Premier ministre Amadou Riba s'est rendu sur place pour apporter le soutien de l'État. Et puis sur le continent, Abidjan se tient actuellement le salon de l'agriculture et des ressources animales. Le SARA a ouvert ses portes ce vendredi au compte de la 7e édition. Thème retenu, quelle transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour les mordus du Curon de Kakandé avec l'inauguration ce jeudi du stade du 1er mai de Bokeh, une infrastructure entièrement financée et rénovée par la fondation Wazni. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a présidé la cérémonie inaugurale. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, les habitants de la ville de Fria traversent actuellement des moments difficiles. La cité est frappée depuis un certain moment par un vent violent qui détruit presque tout sur son passage. Plusieurs bâtiments administratifs, écoles, ménages sont touchés. Le Premier ministre Amadou Riba s'est rendu sur place pour apporter le soutien de l'État aux sinistrés. Ousmane Bangoura. Toiture arrachée, murs effondrés, matériel endommagé. Fria se remet difficilement du vent violent qui a frappé la ville dans la nuit du 11 mai. L'administration préfectorale, des écoles et de nombreux foyers ont été touchés. Le spectacle est désolant. Dans l'enceinte de la préfecture, une rencontre a été organisée avec les familles touchées. Les échanges ont porté sur les besoins immédiats en logement, en vivres et en matériaux de reconstruction. Les dégâts causés par ces vents violents ont touché des centaines de familles, détruit des habitations, des infrastructures scolaires et sanitaires, laissant derrière eux douleur, inquiétude et incertitude. Mais malgré cette épreuve, la population de Fria a fait preuve d'un courage exemplaire, d'une solidarité admirable et d'un espoir intact. La population de Fria, par ma voix, remercie sincèrement le préfet de Fria pour la mise en place d'un organe de gestion de cette catastrophe depuis la nuit du 11 mai. Les autorités locales tentent de faire l'évaluation des pertes pendant que la population sinistrée cherche à s'organiser malgré le choc. Il convient de noter que les moyens mobilisés, bien que significatifs, demeurent largement insuffisants au regard de l'ampleur des besoins humanitaires et des travaux de réhabilitation à entreprendre. C'est pourquoi, au nom des populations sinistrées de Fria, je me permets de lancer un appel solennel au gouvernement pour un appui renforcé en faveur de notre préfecture afin de permettre un relèvement rapide, équitable et durable des communautés touchées. Le Premier ministre Amadou Riba, accompagné de la ministre des Postes et Télécommunications, s'est rendu sur les lieux. À chaque étape, il a échangé avec les habitants et les responsables administratifs. Cette visite de terrain vise aussi à orienter l'action gouvernementale vers une réponse rapide et coordonnée. Bien entendu, des familles ont été impactées. L'Anguiche, à ce niveau-là, est chargée de faire l'inventaire et d'estimer ce qu'il faut pour que le gouvernement puisse faire le nécessaire le plus rapidement possible. Mais au-delà de la tempête, il est important de venir constater ce qu'est devenu Fria aujourd'hui. Il y a 30 ans, 40 ans, c'était l'une des plus belles villes de la Guinée, avec des infrastructures hospitalières, des aires de jeu, et c'était pour certains le petit Paris à l'intérieur du territoire national. Mais aujourd'hui, il est regrettable de constater que Fria est sinistré. D'où la nécessité, et ce que j'ai demandé au préfet, avec ses services déconcentrés, de faire l'inventaire et le diagnostic des problèmes en tout point de vue de la collectivité de Fria et au-delà même de la préfecture de Fria. J'ai été particulièrement étonné de constater que malgré que Fria abrite la première usine de transformation d'alumine du pays et même de l'Afrique, Fria ne bénéficie pas du FODEL. Ce sont des situations qui méritent d'être explorées pour rétablir
une certaine forme d'équité pour que les populations ne se sentent pas délaissées et que la ville ne se sente pas abandonnée. Un recensement précis des dégâts est en cours. Le gouvernement promet un plan d'assistance dans les prochains jours. Un élan de solidarité salué par les populations de Fria. Istanbul, c'est en Turquie se tient actuellement le forum international sur la famille. La Guinée prend part aux travaux, une présence qui témoigne de l'engagement du gouvernement à accorder une place primordiale à la promotion des familles en Guinée. Mohamed De Camara. Istanbul, en Turquie, accueille depuis hier jeudi le forum international sur la famille. La Guinée prend part aux travaux de cette rencontre internationale qui réunit les ministres et les représentants de 26 pays à travers le monde. Ce forum vise à renforcer l'institution familiale face aux défis contemporains. La présence de la Guinée à la rencontre témoigne de son engagement à promouvoir et défendre davantage les valeurs familiales sur la scène internationale. Comme on peut le constater, au niveau de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, au cours des dernières décennies, mutations et dynamiques sont deux concepts qui caractérisent fortement les familles de nombreux pays africains. Mon pays, la République de Guinée, n'y fait pas exception. Sous l'influence d'éléments endogènes et exogènes, parmi lesquels figurent la culture pronataliste, l'urbanisation, les technologies de l'information et de la communication, la mondialisation et plus récemment la migration clandestine, force est de constater que les configurations familiales se modifient. Les liens conjugaux et familiaux, tout comme la place et le statut des individus au sein des ménages se redéfinissent. Ce forum a été une occasion pour la ministre guinéenne en charge de la promotion de la famille de dresser, lors de son discours de la session ministérielle, le rôle que le gouvernement joue dans la promotion des familles en République de Guinée. Pour conférer aux familles leur statut de pivot de maintien de l'équilibre social, le gouvernement guinéen s'active à réduire les contraintes dont les principales sont l'augmentation de l'offre de scolarisation qui permet d'atteindre 97% chez les filles, même si cette tendance baisse au fil de l'évolution scolaire. L'inscription du capital humain comme élément central du potentiel retour sur investissement dans le programme de développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années, Simandou 2040. Ce forum de 2 jours, organisé par le ministère turc de la Famille et des Services sociaux, réunit les décideurs autour des échanges visant à élaborer des politiques fortes en faveur des familles, dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux. Sur le continent Abidjan se tient actuellement le salon de l'agriculture et des ressources animales. Le SARA a ouvert ses portes ce vendredi au compte de la 7e édition. Thème retenu, quelle transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique. C'est la ministre de la Pêche et de l'économie maritime qui a conduit la délégation guinéenne. Kadiatou Suleiman Kita. Le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du monde agricole. Et c'est bien plus qu'un salon. Il se positionne comme une plateforme privilégiée pour trouver des solutions durables et innovantes. Le SARA 2025 accorde le statut d'invité d'honneur à la Chine, un pays avec son expertise reconnue dans le domaine agricole ainsi que son modèle de développement rural. Aujourd'hui, Abidjan devient le carrefour des idées, des savoir-faire et des solutions pour une Afrique qui doit plus que jamais nourrir dignement ses populations. C'est pourquoi cet événement se positionne comme un espace de stratégie, d'engagement et de décision en faveur d'une transformation agroalimentaire ambitieuse et structurante. Ce n'est pas un hasard si la Chine a été choisie pour nous accompagner durant ces 10 jours de salon. En effet, la Chine est l'un des champions du monde en matière d'agriculture au regard du dynamisme de ce système agricole et de l'intégration de nouvelles technologies dans la pratique agricole.
Au cœur de cet événement de portée internationale, la Guinée a brillé par sa forte participation portée par la ministre guinéenne de la Pêche et de l'économie maritime, présidente actuelle de la COMAFAT, ainsi que plusieurs hauts responsables du ministère guinéen de l'Agriculture. La délégation guinéenne présente avec un pavillon riche en expositions et met en avant les potentialités du pays dans le domaine de la pêche artisanale, de l'agriculture durable et de l'élevage. La forte délégation de la Guinée, à sa tête Madame la ministre ici présente à mes côtés, est venue justement s'inspirer, porter la vision de la Guinée à ce concert, à cette rencontre, laquelle vision de son Excellence Monsieur le Président de la République à travers le projet 2040 Simandou, en son axe 1, qui est l'agriculture, donc avec tous les autres départements concernés par la grande question de l'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire. Donc, mais ce n'est pas que l'État qui est présent. L'État s'est fait accompagner par le secteur privé, qui est ce secteur indissociable, important pour la croissance économique de notre pays. Jusqu'au 1er juin, le Sahara 2025 sera le point de convergence de plus de 500 000 visiteurs, 1000 exposants et une cinquantaine de délégations internationales. Un rendez-vous crucial pour les acteurs agricoles africains en quête d'innovation, de financement et de nouveaux marchés. À présent, ce décret de 2025-0074 PRG CNRD CGG portant attribution et organisation du ministère des Mines et de la Géologie. Le président de la République a vu la charte de la transition décrète, chapitre 1, mission et attribution. Article 1er. Le ministère des Mines et de la Géologie a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines des mines et de la géologie et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires dans le domaine des mines et de la géologie et de veiller à leur application. D'élaborer les stratégies, plans, programmes et projets de développement dans le secteur des mines et de la géologie, d'instruire les demandes d'attribution, de renouvellement, de transfert et de retrait des permis et de retrait des titres miniers, autorisations diverses, de réaliser les infrastructures géologiques, géochimiques, géophysiques, hydrologiques et géotechniques sur le territoire national, d'exécuter les travaux géologiques, géologiques, géophysiques, géotechniques, de télédétection et d'assurer le traitement et l'interprétation des données qui en résultent, de négocier, de participer à la conclusion de tout accord et convention dans le cadre de la gestion du patrimoine minier et géologique, de veiller à la mise en œuvre de la politique du contenu local, au respect de la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur minier, au respect de la législation et de la réglementation relative à la gestion et aux conditions sécuritaires des produits explosifs à usage civil en collaboration avec les administrations concernées, à la mise en place des infrastructures auxiliaires d'évacuation des minerais, au renforcement des capacités humaines de l'administration minière, à la bonne cohabitation entre les communautés locales, les sociétés et projets miniers, à la sécurisation des investissements et des investisseurs dans les zones minières, à la restauration des sites miniers, à la contribution des sociétés projets miniers au développement local, de réaliser les études prospectives dans les domaines des mines et de la géologie, d'inter-orienter et d'évaluer les ressources minérales, y compris les eaux souterraines, d'organiser l'exploitation minière artisanale et la commercialisation de la production artisanale, d'assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des plans d'action proposés par les sociétés et les projets miniers. Le suivi et le contrôle de tout programme de recherche ou de prospection initié par l'État ou par les investisseurs privés dans les domaines des mines, de la géologie, de la géochimie, de la géophysique, de l'hydrogéologie et de la géotechnique, la surveillance sismologique du pays, la gestion du système d'information géologique et minière, la sécurisation des ressources minières, le développement et la promotion du secteur minier,
de participer à la prévention et à la gestion des conflits dans les localités minières, de produire les statistiques minières et des carrières, d'appuyer l'émergence d'un secteur privé minier national dynamique, de prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du secteur minier, de promouvoir le genre, l'équité et l'éthique dans les activités du secteur minier, d'organiser les rencontres traitant des questions relatives aux mines et à la géologie et d'y participer. Chapitre 2, organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère des Mines et de la Géologie comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directeurs nationaux, des directions nationales, des directeurs généraux, des directions générales, des services rattachés, des services déconcentrés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions d'infrastructures minières, conseiller technique chargé des questions de développement minier, un conseiller chargé de mission et un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, le service des affaires juridiques et de la conformité, la brigade antifraude des matières précieuses, le service de coopération et d'investissement dans le secteur minier, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, le service de modernisation des systèmes d'information, le service de communication et de relations publiques, le contrôleur financier, la personne responsable des marchés publics, le secrétaire central, le secrétariat central, le service hygiène, santé et sécurité, le service accueil et information, le service genre et équité, le centre des ressources documentaires. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale des mines et carrières, la Direction nationale de la géologie. Article 6. Les directions générales sont la Direction générale des projets miniers, la Direction générale des géoservices. Article 7. Les services rattachés sont le Centre de promotion et du développement minier, le Centre de géophysique et de sismologie, le Bureau des évaluations des quantités de produits miniers, le Service des relations communautaires et le suivi du contenu local, le Secrétariat permanent du guichet unique des projets miniers intégrés, le Bureau d'appui à l'opérationnalisation du Centre africain du développement minier, le service de suivi de la sécurité des activités minières, le service de protection de l'environnement minier, le service national d'artisanat minier des petites mines. Article 8. Les établissements publics administratifs sont l'Office guinéen d'expertise de l'or, diamants et autres matières précieuses, le Laboratoire national de la géologie, le Fonds d'investissement minier. Article 9. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans le domaine d'intervention spécifique du ministère. Article 10. Les services déconcentrés sont les inspections régionales des mines, des carrières et de la géologie, les directions préfectorales des mines et de la géologie et de l'exploitation artisanale. Article 11. Les organes consultatifs sont l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, la Commission nationale des mines, le Secrétariat permanent du processus de Kimberley, le Secrétariat national de la sécurité minière, le Comité d'éthique, le Conseil de discipline. Chapitre 3, dispositions finales. Article 12 des décrets du président de la République fixe séparément les statuts des établissements publics administratifs, le mode d'organisation et de fonctionnement de l'inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et des projets publics et des services déconcentrés, ainsi que des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 13. Les inspecteurs régionaux et les directeurs préfectoraux des mines et de la géologie et de l'exploitation artisanale sont nommés par décret sur proposition du ministre en charge des mines et de la géologie. Article
14, les arrêtés du ministre en charge des mines, de la géologie fixent les attributions de l'organisation des directions nationales et équivalents ainsi que des services rattachés, les inspections régionales et directions préfectorales des mines, de la géologie et de l'exploitation artisanale et des services d'appui. Article 15, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera arrêté publié au journal officiel de la République Conakry le 23 mai 2025. Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité également, des échanges pointus sur le manuel statistique des finances publiques. C'est la seconde retrouvaille du comité sur l'initiative du département du budget et des finances. La rencontre intervient dans un contexte de migration vers le budget, programme et outil d'opérationnalisation du programme Simandou 2040 ambitionné par les plus hautes autorités. Mohamed Seyar Souma. Réforme des finances publiques. Un manuel des statistiques est adopté depuis 2023, l'unique référence pour élaborer le tableau des opérations financières de l'État. Il a pour vocation de retracer le total des dépenses et des recettes sur une période définie. Un comité veille à sa concrétisation à travers la remontée des données fiables. Il se retrouve pour la deuxième fois et pour plusieurs objectifs. C'était le rappel des rôles des acteurs, donc de l'ensemble des directions, leur rôle, les défis à rencontrer pendant la remontée d'informations, lors de la centralisation. Il était aussi question de parler de l'harmonisation des outils de collecte et de transmission des données primaires, issues donc des différentes directions. Enfin, c'est les perspectives. Justement, la migration en 2026 vers le budget programme se prépare activement. Une ambitieuse réforme alignée à Simandou 2040. Le manuel des statistiques des finances publiques est perçu comme un outil d'opérationnalisation de ce programme de développement national. Je voudrais, au nom de nos autorités, compter sur chacun de vous, compter sur votre engagement à l'effet, d'une part, de rendre ce comité dynamique, mais d'autre part, de produire des données statistiques avec lesquelles nous serons confortables vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos partenaires avec lesquels nous sommes régulièrement en discussion. Autour de la table, les cadres des départements du budget et des finances publiques. Entre autres exigences, l'adaptation du dispositif au contexte actuel. En région forestière, vers la relance des activités d'alphabétisation, une rencontre dite de revitalisation du secteur est organisée à Nzérékoré au centre des débats, la promotion et l'appropriation du document stratégique national d'alphabétisation. Il s'agit d'orienter les politiques et actions pour un meilleur accès à l'éducation de base. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Mobiliser les autorités locales autour des enjeux liés à l'alphabétisation, c'est la toile de fond de cet atelier. Il s'agit d'amener ses participants à comprendre les bénéfices d'une population alphabétisée ainsi que les conséquences néfastes liées à l'analphabétisme. Les échanges ont porté sur la nécessité d'une implication accrue des collectivités afin de faciliter l'ouverture des centres d'apprentissage dans la région. La Direction nationale de l'alphabétisation, de l'éducation non formelle et la promotion des langues nationales, en amont, a élaboré le plan stratégique d'alphabétisation de 2 millions de jeunes et adultes à l'horizon 2030. Notre pays a un taux d'analphabétisme très élevé. Et puisque le gouvernement, avec le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ont placé la formation du capital humain comme une priorité, et l'éducation qui constitue le deuxième pilier du Simandou 2040, ça c'est que l'alphabétisation fait partie de l'éducation que nous appelons l'éducation non formelle. À travers cette initiative, le département entend encourager la création de nouveaux centres d'alphabétisation dans les différentes localités. Cet ambitieux projet ne peut réussir sans votre implication inconditionnelle dans tout le processus de mise en œuvre opérationnelle des activités, depuis la formation
jusqu'à la vulgarisation dans les centres d'apprentissage déployés dans les structures et dans les localités. C'est une démarche inclusive qui vise à bâtir une société plus équitable, instruite et résiliente. Une société dans laquelle chaque citoyen, quel que soit son niveau d'éducation initiale, pourra s'épanouir et contribuer pleinement au développement de sa communauté. Amélioration des conditions d'apprentissage dans les concessions scolaires de Conakry, des travaux de rénovation et d'extension de l'école primaire Cameroun Cité viennent d'être lancés par les autorités de Dixine. C'est un financement du budget national à travers la NAFIC pour une durée de 6 mois. Amadou Touré pour les détails. À la place de cette école frappée par la vétusté et la précarité de ses installations, le gouvernement, à travers un financement de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, en appui avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, lance la réalisation d'un établissement scolaire moderne de R+2 de 10 salles de classe avec toutes les commodités à la dimension des ambitions affichées par l'État pour la future cité de Cameroun dans la commune de Dixine. Pratiquement, Dixine n'a pas d'école primaire. Il y a bien sûr Bari Diawane qu'on a construit, mais quand vous prenez les capacités d'accueil, c'est en deçà de la population aujourd'hui scolarisable à Dixine. Donc vraiment, c'est un projet qui a été mieux mûri et puis identifié et mis dans le plan de développement local de Dixine. C'est une fierté pour nous et les enfants de Cameroun Cité seront vraiment soulagés, la population sera beaucoup soulagée. Ces travaux de rénovation et d'extension sont confiés à l'entreprise ETK Charles, filiale du groupe GTH, spécialisée dans la rénovation des bâtiments publics et privés. Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois. Ce projet n'est pas seulement la construction d'une école, c'est la matérialisation d'une vision, celle du président de la République qui souhaite donner la chance à tous les enfants de notre pays d'aller à l'école. Notre équipe composée de professionnels aguerris mettra à profit son expertise et son expérience pour faire de ce projet un modèle de réussite. En plus du bloc principal, cet ancien bâtiment servant jusque-là de salle de classe pour ses enfants sera entièrement rénové, suivi de la construction d'un bloc latrine de 7 cabines, une direction, l'aménagement de la cour, le tout dans une clôture fermée répondant aux ambitions des autorités du CNRD pour la future cité. Cameroun. Infrastructure routière, l'axe Kankan-Sigiri, victime de forte dégradation de la chaussée. Pour faire face à la situation avant les grandes pluies, l'agence de gestion des routes vient de lancer les travaux d'entretien localisés sur ce axe long de 127 km. C'est le résultat de l'évaluation de la mission conjointe qui s'est rendue récemment sur le terrain. Mamadi Ternaka Misoko. Sur la nationale numéro 1, le tronçon Kankan-Sigiri est d'un enjeu stratégique dans le cadre des échanges commerciaux entre la Guinée et le Mali. Long de 127 km, il a servi les usagers de la route depuis plus de 20 ans. D'où l'amortissement de la chaussée, provoquant ainsi des trous béants par endroits. La situation interpelle l'agence de gestion des routes AGEROUTE qui a lancé une vaste opération d'entretien localisé sur les parties dégradées. Nous, dans notre programme d'entretien routier 2025, nous avons prévu, n'est-ce pas, de traiter, n'est-ce pas, les dégradations telles que régies par notre devoir régalien. Donc, les dispositions sont prises. Il y a une entreprise qui est retenue dans ce cadre qui va traiter les points dégradés à travers les traitements en réfection localisée et aussi les traitements en pointe à temps. Et aussi, il y a les dégradations sur les talus existants par endroit. Et nous allons traiter ça en attendant de trouver les voies et moyens pour procéder à la réhabilitation de ce tronçon qui est aussi aujourd'hui très très fatigué. Ces travaux interviennent après une visite de cette équipe de techniciens de l'AGEROUTE et de l'entreprise Enanchin. Elle a permis de relever les informations précises sur chaque partie dans le but de faciliter les interventions en cours. La chaussée est très vieille maintenant et elle a déjà rendu le service nécessaire. Et c'est pourquoi vous pouvez remarquer, n'est-ce pas, les différents types de dégradation. Il y a les fissurations, il
il y a les ornirages, il y a les épaufrures. Donc la route aujourd'hui a dépassé le seuil de l'entretien. Il faut impérativement chercher à réhabiliter cette route ou faire une reconstruction en augmentant, n'est-ce pas, le gabarit. La route Kankan-Seguirim fait l'objet de fortes utilisations en raison de la concentration des activités minières et commerciales dans la zone. Avec les fortes pluies qui s'annoncent dans la région, la réparation de ces parties dégradées viendra soulager tous les pratiquants de ce corridor. Après Dixine, Ratouma également, le Fonds de développement social et de l'indigence vient d'organiser une cérémonie de remise des titres de prise en charge sanitaire aux indigences dans le cadre de l'inclusion sociale en faveur des ménages précaires. Les patients indigents de Ratouma reçoivent officiellement ce vendredi leur titre de prise en charge sanitaire. Le directeur général du Fonds de développement social et de l'indigence confirme l'engagement de l'État à soutenir les personnes malades en mettant à leur disposition des assistants sociaux pour les aider dans les démarches administratives en santé. Le social est placé au premier plan dans la trilogie des priorités du gouvernement. Il symbolise la solidarité nationale et l'engagement de l'État de vous placer au cœur de ces priorités. Vous aurez accès à travers ces types de prise en charge sanitaire que vous allez recevoir ici à des médicaments gratuits. Vous aurez accès à des examens médicaux gratuits. Vous aurez accès à l'attention de l'État à travers des assistants sociaux qui vont être là pour vous. Même pour aller chercher vos produits dans les pharmacies, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Cette action humanitaire est un soulagement considérable pour les patients qui n'ont souvent pas les moyens de se soigner correctement. Je remercie le président de la République pour cette prise en charge gratuite. Que Dieu le protège. Nos parents nous enseignent que le plus gros problème chez un malade impatient, c'est quand il regarde derrière lui, il n'a pas de soutien. Ça lui stresse. Cet accompagnement humanitaire du gouvernement à travers le Fonds de développement social et de l'indigence permet à de nombreuses personnes démunies de recevoir les soins nécessaires pour retrouver la santé et le bien-être. Et puis, le directeur général de l'Agence de gestion et recouvrement des avoirs saisis et confisqués informe le public guinéen qu'il organise un point de presse le lundi 26 mai 2025 à 10h à son siège à la Villa 10 Almamia, commune de Kaloum. Ce point de presse apportera des précisions claires et légales à propos de l'avis de vente aux enchères publiques des immeubles et usines d'Anacarde saisis et confisqués au profit de l'État guinéen, prévu le jeudi 29 mai 2025. Conakry, le 23 mai 2025, le directeur général Alpha Séni Camara. Pour les recensements biométriques à vocation d'état civil, le ministre de l'Énergie sensibilise dans les différentes localités de Kérouané. Abakar Camara appelle les populations à se faire recenser. Des messages sont véhiculés pour le bon déroulement de cette opération qui revêt une importance capitale pour le développement du pays. Nabi Camara. Débuté le 15 avril dernier, le recensement biométrique des citoyens guinéens se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Pour le suivi et l'évaluation du processus, mais également la mobilisation de tous pour le succès de l'opération, les plus hautes autorités sont sur le terrain. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures était récemment à Kérouané où il a conféré avec les populations de cette préfecture en leur parlant surtout de l'importance du recensement en cours. Le slogan du président est très clair. Personne ne sera laissé pour compte. Tous les Guinéens doivent bénéficier des retombées économiques. Tous les Guinéens ont droit à l'eau, ont accès à l'électricité. Et cela passe par, fondamentalement, l'évaluation. La gestion des politiques publiques passe par l'évaluation du nombre de besoins. Ce sont les populations qui expriment ces besoins. C'est pour cela qu'on nous demande de sensibiliser, de faciliter, d'accompagner le processus de recensement qui est en cours. Et nous sommes persuadés que Kérouané va faire les 100%.
Les citoyens de Kerouané, fortement mobilisés au cours de cette rencontre avec le ministre Abakar Kamara, parrain de la préfecture, se disent sensibles à la démarche du gouvernement du président Mamadi Doumbouya pour la modernisation de l'état civil de notre pays. Les opérations se déroulent très bien. Les statistiques sont très très positives. Il y a des communes qui ont atteint déjà les 60, les 80%. Donc il faut s'en féliciter. Il y a des communes aussi dont nous essayons de renforcer du jour au lendemain. Et nous pourrons dire sans craindre que les objectifs seront atteints à 100% de la préfecture de Kerouané. Avant d'arriver dans la commune urbaine de Kerouané, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures avait fait escale à Bissandougou et à Komodou. Après ces accueils très chaleureux dont sa délégation a été l'objet, Abakar Kamara a passé le message de mobilisation aux populations de ces deux sous-préfectures pour la réussite du projet national de recensement administratif à vocation d'état civil. Même exercice à l'Abbé pour la directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, générale Aminata Diallo et son équipe interpellent les consciences dans certaines localités de la dite préfecture sur la pertinence de l'exercice, le bon déroulement du processus et les difficultés rencontrées par certains citoyens ont été longuement évoquées. Maïmouna Bella Diallo commente les images de Sarafdine Diallo. Après la commune urbaine, la directrice générale de la prévoyance sociale, générale Aminata Diallo, a entamé une tournée de sensibilisation dans les communes rurales de l'Abbé. Porte-parole du CNRD, elle a rencontré les populations de Afia, Daralabé, Garambé, Diari, Kouramangui et Pobodara pour les inciter à se faire recenser. L'objectif de cette tournée, c'est pour parler de la campagne de sensibilisation concernant le recensement, pour leur expliquer et savoir quelles sont les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer sur le terrain et voir si on peut apporter notre soutien. Et l'objectif principal, je pense, est atteint. Les gens ont compris pourquoi cette sensibilisation, les gens ont compris pourquoi ce recensement. Les opérations du PN RAVEC se déroulent sans incident et suscitent un fort engouement. Je remercie franchement Madame la Générale qui a mis tout en œuvre pour la réussite vraiment de la sensibilisation, puisqu'elle va de soi parce que c'est pour la population de l'Abbé. Avec une approche de proximité, la générale Aminata Diallo a utilisé la langue locale et divers canaux, notamment activités sportives et culturelles, marchés, pour toucher toutes les couches sociales. Je suis très optimiste avec ça, avec l'engouement que je vois. Je suis très convaincue. Depuis qu'on a commencé hier, l'engouement qui est là, la population pose des questions. Déjà, ça prouve à suffisance qu'ils sont intéressés à 100% pour ce projet RAVEC. Et ils savent que c'est pas pour quelqu'un qui sont en train de le faire, c'est pour eux-mêmes. Au nom des paisibles citoyens de Garambé, que nous ne ménagerons aucun effort dans l'accompagnement des actions de développement entamées par le CNRD dans sa vision de refondation de l'État. Par la même occasion, permettez-moi donc de formuler une demande adressée au CNRD et au gouvernement de la République à travers vous, celle du prolongement du processus de recensement afin de permettre à l'ensemble des citoyens concernés de se faire recenser. En amont de cette tournée, la directrice générale de la CNPS avait présidé une réunion technique au gouvernorat avec les acteurs impliqués pour évaluer l'état d'avancement du processus. De son côté, depuis plus d'une semaine, la ministre du Commerce et ses cadres sensibilisent dans les marchés et usines à ligne de mire, expliquer aux commerçants et employés des entreprises l'importance du recensement biométrique. Au cours de sa tournée, Dr Diaka Sidibé a échangé sur les problèmes enregistrés, mais l'adhésion des acteurs économiques à l'opération est totale. Diara Diallo pour le condensé de ce périple. Dans la commune de Matam, la ministre du Commerce, Industrie et PME s'offre un bain de foule au marché Avaria. Mais au-delà de cette atmosphère enthousiaste, Dr Diaka Sidibé confère avec ses braves femmes commerçantes dans le cadre du PN RAVEC. Dans sa démarche de sensibilisation, la ministre touche de fond en comble tous les aspects et avantages liés à ce recensement biométrique. Nous avons beaucoup appris à travers le passage de Madame la ministre dans notre marché. Nous nous engageons à notre tour de conscientiser toutes les femmes qui n'ont pas encore eu le temps d'aller se procurer ce document. Comme à Avaria, pendant une semaine,
semaine, la ministre et ses cadres se prêtent au même exercice dans les autres communes de Conakry. De Matam à Tombolia, en passant par Matoto, Somfonia ou encore Ratoma, la délégation a sillonné marchés et unités industrielles afin d'édifier ses commerçants et travailleurs sur l'impérieuse nécessité de se faire recenser. Je commencerai d'abord par remercier Madame la ministre. J'avais peur, mais maintenant je suis rassuré. Je comprends maintenant aussi comment les choses vont se passer. Ce n'est pas tellement compliqué grâce aux explications de Madame la ministre. Il y a certains éléments qui n'ont pas le temps d'aller se faire recenser vu le manque de temps qu'ils ont. Donc j'ai demandé à la ministre si elle peut nous aider à avoir un kit de recensement dans un seul site. Quand on finit de recenser, par exemple, le site de Matoto, il peut se diriger vers le site de Maria, ainsi de suite. Partout, ces acteurs du commerce et de l'industrie manifestent leur adhésion à cette initiative présidentielle. Plus de 800 PME dans tous les secteurs d'activité ont répondu à l'appel de leur ministre de tutelle. Ce message à l'intention de la population, surtout les fêtières et les entreprises, nous a été très intéressant pour pouvoir nous aussi à notre tour de sensibiliser au niveau des familles et dans les quartiers afin que les populations puissent se recenser. Nous sommes très touchés par la mobilisation citoyenne pour ce recensement et surtout aujourd'hui la population de plus près a compris la portée de ce recensement qui va au-delà de toute connotation politique, comme je le dis toujours, qui va dans l'intérêt du citoyen guinéen, qui est un devoir civique et nous pensons que chacun s'est engagé à prendre sa responsabilité et aller au bureau de recensement le plus proche dans leur quartier et auprès de leur domicile. Nous poursuivons notre mission dans les unités industrielles afin de nous enquérir des réalités, surtout ceux qui sont dans la production et dans l'emploi de masse, parce que ce sont des unités qui emploient entre 1000 à 4000 Guinéens. Dans ces marchés et unités industrielles, cette sensibilisation de proximité initiée par le ministère du Commerce, Industrie et PME est saluée par plus d'un travailleur, avant que administrateurs et responsables d'usines ne s'engagent à un suivi de ces opérations de recensement. Après l'installation d'une antenne à l'Institut des sciences de l'éducation de Guinée, le mouvement Opus multiplie ses actions de sensibilisation sur le processus d'enrôlement biométrique. C'est dans cette logique que le mouvement a posé ses valises dans la commune d'Ixine pour une opération de sensibilisation sur l'importance de cet acte citoyen. Abdul Karifa Keita, Saïdouman Diallo. La participation des élèves et étudiants dans le processus de sensibilisation au recensement biométrique en cours est l'un des moyens choisis pour toucher davantage les populations. Pour mobiliser ces étudiants et élèves autour de cet acte citoyen, plusieurs institutions se sont donné la main. Il s'agit de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives et l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme à travers le mouvement Opus. Un mouvement engagé aux côtés du gouvernement pour la réussite de ce programme. Après ce lancement aujourd'hui, nous avons prévu 4 jours pour la commune de Dixine, pourvu que nos étudiants puissent être aujourd'hui en contact avec les citoyens de Dixine, pour que tous les citoyens de Dixine puissent recenser avec le mouvement Opus, lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette initiative vise à implanter des antennes du mouvement Opus dans les quartiers de Dixine et impliquer les élèves et étudiants dans la sensibilisation de proximité. Devant les membres et responsables de ces institutions, étudiants et élèves réaffirment leur adhésion aux initiatives du CNRD. Refuser l'invisibilité. Je vais être visible, je veux être guinéenne, je veux être citoyenne. Donc, si je me recense, je serai dans les bases de données. On remercie notre ministre de l'Enseignement supérieur qui a donné cette initiative d'appuyer par un mouvement solide et solidaire, le mouvement qu'on appelle Opus. À travers cette synergie d'action, les citoyens seront largement informés et sensibilisés au programme national de recensement biométrique afin qu'ils puissent accomplir ce devoir citoyen. Dans le reste de l'actualité, à Kindia, plusieurs officiers de police judiciaire des régions de Bouké, Kindia et Conakry à l'école du Haut
commissariat aux droits de l'homme et se familiariser aux techniques d'investigation sur les violences basées sur le genre. Pour cet exercice, c'est le personnel de l'OPROGEM qui est ciblé. Yaya Silla. Les violences basées sur le genre et la traite des êtres humains, deux grands fléaux qui touchent le pays et qui sont des éléments d'atteinte aux droits de l'homme, condamnés et reprimés par les textes de loi. Depuis 3 jours, les officiers de la police judiciaire de la région de Boké et ceux de Kindia et la zone spéciale de Grand Conakry, membres du personnel de l'OPROGEM, prennent part aux travaux de renforcement des capacités sur la technique d'enquête sur les violences basées sur le genre et la traite des êtres humains. Alors là, cette formation, c'est pour outiller nos officiers de police judiciaire dans le cadre de la réception des victimes, la prise en charge des victimes, ensuite le référencement de ces victimes et comment procéder à l'audition de ces victimes et des présumés auteurs liés à la traite des personnes, liés aux violences basées sur le genre et ensuite liés au trafic illicite des migrants et aux pratiques assimilées. Le projet, en commun accord avec ses partenaires techniques et financiers, ont décidé d'outiller les agents qui composent cette grande entité qui est le projet, qui a pour tâche d'éradiquer les violences. Cette formation des officiers de la police judiciaire est organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le cadre du projet d'appui à la protection des enfants victimes de la violation de leurs droits. Nous estimons que les officiers de police judiciaire, notamment ceux et celles qui s'occupent de la protection des enfants et des femmes, est très important parce que ce sont des acteurs de première ligne qu'il faut outiller, sensibiliser pour une bonne prise en charge de ces questions-là. Nous nous engageons solennellement devant les autorités ici présentes qu'au retour dans nos différents services respectifs, de restituer fidèlement les connaissances acquises aux collègues qui n'ont pas eu la chance de participer à cette rencontre. La Guinée marque des points en matière de la protection des enfants et la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette formation des OPJ à Kindia est un autre pas vers la consécration dans la lutte contre les VBG en Guinée. Sécurité routière sur le long du corridor Simandou et les routes nationales, un projet financé à hauteur de 2 millions de dollars par Rio Tinto et ses partenaires vient d'être lancé à Conakry. C'est dans le cadre de la réduction des accidents sur nos routes. Le club des Amis du Monde pilote le programme. Marwan Kamara. Le projet communautaire de sensibilisation à la sécurité routière est lancé à Conakry pour 18 mois. Il est mis en place par l'ONG Club des Amis de Guinée à travers ses partenaires techniques et financiers. Sa mission est d'accompagner le programme de Simandou 2040 dans la sécurité routière le long du corridor des routes nationales utilisé par Rio Tinto Simfer et WCS. Le projet communautaire de la sécurité routière qui a été financé par Rio Tinto et ses partenaires pour pouvoir vraiment appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route le long du corridor et la nationale Conakry-Mamou, Zérékoré et Zérékoré-Kérouani. La collaboration entre WCS, Simfer, Rio Tinto, CAM, l'IRAP sont vraiment primordiales. À la fois pour la Guinée, la sécurité du public, le projet de construction qui a lieu en ce moment et les futures opérations de la CTG évidemment. Ce dispositif sécuritaire pourrait atténuer les risques d'accidents dans les communautés impactées du long du corridor Simandou. Notre engagement de notre partenaire, le Club des Amis du Monde, pour poursuivre les efforts de sensibilisation à la sécurité routière et nous pratiquons ça au sein de notre entreprise en faisant les contrôles, les mises à jour et l'évaluation de nos chauffeurs. Aujourd'hui, vous le savez, régulièrement, nous entendons parler des accidents. Il faut qu'on ait, au-delà des routes qui parlent, des citoyens qui sont disposés à respecter le code de la route. Il faut travailler sur les mentalités des populations pour faire en sorte que nous arrivions à infléchir
la tendance des accidents le long de nos routes. Chaque année, plusieurs personnes perdent la vie suite aux accidents de la circulation. Aujourd'hui, le phénomène inquiète plus d'un Guinéen. Des voix comme l'ONG Club des Amis de Guinée et ses partenaires s'élèvent à travers une campagne de sensibilisation et de formation pour minimiser les risques liés aux accidents de la route. La grande finale de Guinée English Spelling Bee, un événement phare soutenu par l'ambassade des États-Unis, un rendez-vous unique dédié à la promotion et au développement des compétences linguistiques, a rassemblé des élèves venus de plusieurs institutions bilingues de Conakry et de l'intérieur du pays. Les performances des candidats illustrées par le triomphe de Thierno Ilyassa Diallo et Abibata Tunkara témoignent de l'ambition de faire de l'éducation un levier essentiel pour forger les futurs leaders guinéens. Maïmouna Bella Diallo et Jeanne Dunamou. Avec le soutien constant de l'ambassade des États-Unis, l'école internationale bilingue de Guinée, BIEG, a organisé la grande finale du Guinea Spelling Bee Competition, un concours d'orthographe et de vocabulaire en anglais qui réunit depuis plus de 10 ans des élèves de tout le pays. Cette édition a mobilisé plus de 200 élèves issus d'écoles bilingues de Conakry et de l'intérieur du pays, répartis en 2 catégories, junior et senior. Lors de la finale, Thierno Ilyassa Diallo, 4e année, et Abibatou Tunkara, 11e année, tous deux de l'école internationale bilingue de Guinée, ont remporté les premiers prix. C'était très difficile parce qu'il fallait connaître les mots, leur définition parfois et même leur origine d'où ils venaient. Et aussi, il fallait pouvoir connaître leur bonne prononciation, comme ça tu peux connaître comment épeler le mot. Donc, je peux dire que c'est un travail très difficile. Au-delà de la compétition, le Spelling Bee est devenu un véritable projet de coopération éducative entre la Guinée et l'ambassade des États-Unis, qui accompagne activement cette initiative depuis ses débuts. Il vise à renforcer les compétences linguistiques des jeunes, promouvoir l'expression orale et encourager le leadership. Ce concours contribuera beaucoup à l'épanouissement des jeunes enfants guinéens et aussi ça va contribuer dans le développement socio-économique de notre pays. Nous avons besoin vraiment de ces jeunes enfants qui deviendront des vrais bilingues, qui seront bien en anglais et en français. Présentement, nous avons un bon projet chez nous, Simandou 2040, et ce projet a besoin des enfants bilingues. Les organisateurs appellent les autorités nationales à soutenir davantage ce concours porteur d'avenir pour la jeunesse guinéenne. C'est une bonne nouvelle pour les mordus de Curon de Kakandé avec l'inauguration ce jeudi du stade du 1er mai de Boké, une infrastructure sportive entièrement rénovée par la Fondation Wazni. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kiamo Bogola, qui a présidé la cérémonie inaugurale. Mangamouri Kamara, Djibril Kamara. Le stade du 1er mai de Boké, construit au temps colonial, change de visage. Le terrain autrefois poussiéreux et désormais à gazon synthétique. Ce travail est rendu possible grâce à l'initiative des jeunes leaders de Kakandé, appuyée par la Fondation Wazni. Cette infrastructure permet de rapprocher non seulement la jeunesse au consortium, ce stade peut servir à tout un chacun dans le sens à ce que le football à la base est un essor. Si ce stade a été réalisé aujourd'hui, c'est parce que nous avons un président qui est attentif, qui est à l'écoute de tout un chacun et qui a suivi nos conseils afin de donner ce joyau-là à Boké. Et c'est vraiment mérité que ce stade-là porte le nom du général Mamadi Doumbouya. Et nous remercions monsieur Fadi Wazni pour tout ce qu'il fait pour les communautés, pour les populations. Ce travail gigantesque vient en appoint aux clubs préfectoraux qui jouent souvent leur match du championnat de Ligue 1. Hors de leur installation. C'est une réelle satisfaction. La pelouse synthétique qui est là, elle répond aux normes de la FIFA. Donc pour nous, je pense que nous sommes les plus heureux de cette pelouse parce que nous allons commencer à l'utiliser dès la semaine prochaine pour les séances d'entraînement. Et dès que la fédération, à travers la Ligue, va homologuer et le stade, on commencera à recevoir nos matchs déjà de Ligue 1 ici. Merci à la jeunesse de Boké et à travers toute l'organisation parce qu'il faut savoir demander. Tout le monde a vu, nos amis de l'UMS, ils ont vu et nos amis ont réalisé à moins d'un an pour nous donner ce joyau. Nos clubs ont besoin de talents. Nous ne pouvons pas les faire sans les sociétés.
au nom du président, nous voulons que ce stade soit un lieu de paix et de réconciliation. Pour soulager la communauté, le ministère de la Jeunesse et des Sports offre des filets de but aux 9 sous-préfectures et la commune urbaine. Pour cela, les autorités en commun accord avec la population rebaptisent le temple sportif. Il porte désormais le nom Stade préfectoral Général Mamadi Doumbouya. La 8e édition du tournoi consortium de Kakandé va se jouer sur ce terrain à gazon synthétique. En plus bref et en image, les lauréats des Olympiades des métiers sont désormais connus, une compétition d'émulation et d'innovation qui s'est déroulée dans les préfectures de Boké, Labé, Sigiri et Nzérékouré. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Enfin, page noire, l'ancien proviseur du lycée Bonfils, conseiller de la 9e législature, Marcel Tenguiano, a été inhumé ce vendredi dans la préfecture de Koya. Parents, amis, anciens collaborateurs ont tenu à rendre un dernier hommage à cet ancien cadre de l'éducation. Ali Badara Kondé. Ils se sont fortement mobilisés, parents, amis, anciens collaborateurs, pour rendre un dernier hommage à cet ancien proviseur du lycée Bonfils et conseiller de la 9e législative. Il s'agit du doyen El Hadj Mohamed Sa Marcel Tenguiano. D'après son parcours, il était considéré par bon nombre d'élèves et de collaborateurs comme une icône, un modèle. El Hadj Mohamed Sa Marcel Tenguiano était disponible à tout moment. Il n'était pas là pour être servi, mais plutôt lui qui était au service de tous. Sage, lucide, discret, intelligent, ça y est même bien pour la communauté de Waoulédé, respectait tout le monde. El Hadj Sa Marcel était donc pour nous, non pas simplement un collaborateur, mais véritablement un père. Un père en ce sens que nos chemins se sont croisés en décembre 2013, lorsque moi, j'ai été nommé directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et lui en tant que conseiller du président de l'Assemblée nationale. Il a toujours démontré une véritable humilité. Père de 7 enfants, dont un garçon avec 2 épouses, El Hadj Mohamed Sa Marcel Tenguiano était reconnu par sa rigueur dans ce travail au sein du système éducatif guinéen. M. Sa Marcel est un livre de référence d'intégrité et de loyauté. C'est-à-dire que les 100% de son temps de travail, les 50% il est passé à son bureau, les 50% dans la cour. Dans la cour pour s'assurer que tous les élèves sont en classe. Dans la cour pour tourner devant les salles de classe pour savoir est-ce que les professeurs sont dans les salles de classe et ils sont en train de dispenser les cours. Ton départ nous rappelle qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Nous sommes très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié, la bonne humeur, l'entente, la solidarité aussi, œuvrer pour la réconciliation, l'union sacrée entre les hommes et les femmes, devant Dieu et devant les hommes. Enseignant et brillant professeur de philosophie, il sera très tôt découvert par les autorités d'alors. À l'issue de ces hommages, El Hadj Mohamed Sa Marcel Tenguiano repose désormais à l'Efouredara dans la préfecture de Koya. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.